Bienvenue à tous sur Médian TV Afrique. La quantité de déchets ménagers a connu au cours des dernières décennies un accroissement rapide en raison de l'urbanisation accélérée qui a caractérisé le siècle dernier. Ce phénomène est plus critique dans les pays en voie de développement qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour les gérer convenablement. La gestion des déchets ménagers en Afrique nous intéresse dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons M. Raphaël Gontor. Il est le président fondateur de l'ONG Salubrité Hygiène. Bienvenue, M. Raphaël Gontor. Merci. Avec vous sur ce plateau, M. Nixon Adjé Dago. Il est le président fondateur de l'ONG Terre Promise. Bienvenue. Merci. Avec vous, messieurs, nous parlerons de la gestion des déchets ménagers. Mais revenons à l'ONG Terre Promise. Quelles sont vos missions ? Merci. L'ONG Terre Promise a pour mission essentielle d'abord de sensibiliser la population. Parce que nous estimons que s'il y a des déchets, puisque les déchets sont d'ordre universel, chacun est concerné, chaque habitant est concerné, pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène, il faut que chacun soit conscient de ce qu'il produit et de quel effet ça peut faire sur sa vie. Donc nous avons d'abord la première mission de sensibiliser la population, de rééduquer la population sur ce fait. D'accord. Deuxièmement, nous avons aussi pour mission de participer au nettoyage des quartiers, les quartiers dits précaires, parce que c'est là que ce phénomène est plus développé. Donc s'il y a des dépôts un peu partout, on a ce devoir d'inciter la population à nettoyer ces quartiers, de sorte à ce que nous puissions éviter certaines maladies. Aussi, dans nos missions, nous participons activement aux différentes opérations organisées par le gouvernement, par l'État, pour que nous puissions vraiment faire passer le message, afin que ce phénomène soit vraiment éradiqué. Notamment l'opération Grand Ménage. Grand Ménage surtout. Et je vous dis en même temps que demain même, samedi, on aura une très grande opération Grand Ménage avec toutes les ONG du Port-Boué qui sont organisées en fêtière. C'est-à-dire c'est tous les premiers samedis, de chaque mois. D'accord, très bien. Au niveau de l'ONG Salubrité Hygiène, d'où part, quel est le constat que vous faites pour que cette ONG puisse naître ? En 2004, c'est bien ça? 2004. Merci. L'histoire est un peu banale. J'ai quitté en 2004, précisément dans le mois de septembre, à Djamé, et au bord d'un bus 12. Et à la descente du pont d'Igol, vous voyez qu'il y avait des tas d'ordures. Et le bus qui venait avec nous ne pouvait pas passer ici, les deux voitures ne pouvaient pas se traverser. À cause des ordures? À cause des ordures. J'étais dans le bus, j'ai dit, mais il fallait que je crée une ONG qui va travailler dans la salubrité. Vous avez été interpellé tout de suite par ce que vous avez vu. Et à cette époque-là, il y avait des dépôts sauvages un peu partout dans la capitale. D'accord. Donc depuis ce temps, votre ONG est née. Et quelles sont les missions spécifiques à cette ONG? On s'est dit précisément qu'il faut entretenir les villes, il faut entretenir les villages, il faut même aller plus loin, entretenir les eaux, que ce soit les marigots, les rivières. Et ensuite, nous avons dit comme ça, il faut aussi éduquer la population à se détourner de tout comportement qui pourrait salir son environnement et même polluer l'air environnemental. Et nous nous sommes dit, par ces moyens-là, nous pouvons éradiquer les maladies telles que la typhoïde, le paludisme dans notre continent. D'accord, très bien. Est-ce que la population en Afrique, pas la population spécifique à la Côte d'Ivoire, de façon générale, elle est consciente de la salubrité de son environnement? C'est le véritable problème en Côte d'Ivoire. Il faut remarquer aujourd'hui, un Ivoirien peut passer, avoir un sachet en main et le déposer sans savoir qu'est-ce que ça peut produire. Aujourd'hui, nous voyons, nous qui sommes vers Port-Boué, l'éco et Burni, qui est en train de nettoyer. Mais au moment où les gens sont en train de nettoyer, il y a d'autres personnes qui jettent les ordures. Pourquoi cette façon de se comporter? Pensons que, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est un problème de comportement, d'éducation. Je vais prendre un exemple très banal du Ghana, où là-bas on ne peut pas jeter les ordures n'importe comment, même étant dans le car. Tu ne peux pas jeter une ordure comme ça, on t'interpelle, tu viens reprendre. Donc ce comportement a été travaillé à ce niveau. Mais en Côte d'Ivoire, on se dit, ben, si je jette, il y a des gens pour nettoyer. Mais il ne se dit pas qu'il faut que moi aussi je participe à la propriété de cela. Il ne se dit pas que lui, il est acteur des propriétés de son entourage. Il ne se dit pas aussi que le fait qu'il y ait un dépotoir là. Récemment, il y a les gens de l'éco-public qui sont venus chez nous. Moi, je suis à Port-Boué-Gonzac. Donc, il y a un point où ils passent d'habitude. Là où il y a mon bureau. Donc, les gens devaient ramasser les ordures là. Mais ça fait 2 jours, ils ne viennent pas.
pour des gens qui sont consciencieux, étant donné que le dépotoir annexe est dans votre quartier et que ça peut avoir un effet sur votre vie, vous devez cesser de mettre ces ordures si les gens ne viennent pas. Mais les gens le déposaient la nuit sans savoir qu'est-ce que ça peut faire. Non, c'est dit que c'est un problème de comportement. Les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas encore compris le bienfait d'un environnement bien sain. Est-ce qu'on va pas nuancer un peu aussi les propos, parce que c'est pas forcément le comportement de tous les Ivoiriens. Exemple, vous qui êtes les ONG qui avez compris, on peut dire qu'il y a certainement une avancée après les sensibilisations que vous faites. Oui, effectivement, il y a une nette progression et même de changement de comportement à ce niveau. Il faut voir par exemple que tout à l'heure vous avez dit que les ordures croissent. C'est vrai, parce que de 2017 à 2018, on faisait 92 000 tonnes par mois. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 440 tonnes par mois. Et ça veut dire que ça croît. Mais les gens arrivent maintenant, quand vous arrivez sur Abidjan, vous voyez qu'il y a un changement. On ne voit plus ces dépôts sauvages. Et même les Ivoiriens deviennent entre eux les policiers pour son frère. Pour dire, bon, mon frère, on t'interpelle, il ne peut pas faire ça comme ça. Mais il faut dire qu'on est encore têtu. Beaucoup n'ont pas encore compris le sens de la chose. Et c'est ça qui est notre fardeau. D'accord, il y en a qui estiment qu'il n'y a pas tout le temps des bacs à ordures dans les endroits les plus proches, dans les lieux publics. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ça justifie les comportements que vous observez des fois? C'est aussi une raison. Par exemple, dans les quartiers un peu reculés où l'accès est difficile. J'ai fait, par exemple, quand j'étais en licence, j'ai fait l'environnement, j'ai fait mon mini-mémoire au quartier de Resebrogo, qu'on appelle Boribana. Mais c'est un quartier où il n'y a pas de rue presque. Mais ces populations qui sont là, font comment pour jeter les ordures? Quitter l'intérieur du quartier, venir déposer au bord, c'est difficile. Parce ce qu'il faut noter aussi, c'est que les personnes ne jettent pas les ordures dans leur maison. Non. Tout le monde est conscient que ma maison doit être propre, mon environnement immédiat doit être préservé. Oui. Donc on rassemble et on le met ailleurs. Voilà. Mais c'est là que nous disons qu'il y a une conscience qui manque à ce niveau. Même si les ordures ne sont pas dans votre maison, mais le fait qu'elles soient dans le quartier, ça agit sur vous. Ça vous concerne. Il y a la pollution atmosphérique qui est là, il y a les odeurs qui sont là, il y a les moustiques qui sont là, qui ne sont pas forcément là où le dépotoir est. Mais il faut qu'on sache que cela, même si ce n'est pas dans ma maison, mais étant hors de chez moi, ça peut agir sur moi. Et c'est là que normalement chaque quartier doit s'organiser pour essayer de trouver, il y a des quartiers qui le font, pour trouver des moyens de ramassage, puis trouver un coin un peu isolé, puis faire appel à l'autorité publique pour que cela soit respecté. D'accord, ça semble évident, mais lorsqu'on parle de déchets ménagers, qu'est-ce qu'on met dedans? Bon, c'est là le nid du problème. Les gens confondent tout. Vous voyez, par exemple, dans le quartier où nous sommes, les déchets ménagers sont confondus avec les déchets industriels, avec les déchets médicaux et même avec les déchets, comment je peux appeler, et tout cela, les déchets électroniques, tout cela c'est mélangé et on appelle ça déchets ménagers. Alors que ces différents déchets ont leur impact différent sur la vie de la population. Alors, les gens n'ont pas encore compris. Aidez-nous à comprendre tout ça, puisque nous sommes là pour ça. J'ai rebondi d'abord sur votre première question avec M. Nisson. Vous voyez, les gens qui ont l'habitude de manger et puis jeter dans la rue. Dans les rues, oui. Quand tu leur poses la question, ils vont te dire, il n'y a pas de bac à ordures ici. Mais est-ce qu'avant que tu ne payes ton maïs pour manger sur la route, tu avais su qu'il devait y avoir quelque chose que tu vas jeter dedans? L'origine, c'est tout ça là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la culture de la propriété chez soi-même. Dans leur propre cour, ils jettent les ordures comme ça à terre. Sauf dans leur chambre. Ils pensent que c'est la chambre qui est leur couchette et ça doit être propre. Mais même la cour commune où ils sont dedans, ils jettent les ordures dehors. Ils boivent l'eau, ils jettent sachets. C'est pas normal. On a vu certains qui étaient dans leur véhicule, ils ont jeté une peau de banane dehors et des gens ont ramassé un tas d'ordures, ils ont reversé dans leur véhicule, ils ont été choqués. Je vais vous raconter une histoire comme ça à un commissaire de police que je sais pas, il était au bord de sa voiture en civil et c'était la rue de, comment on appelle, vers Super Ayat. Il finit de manger, il a bien mangé sa viande soukouya et puis il embarque, il jette. Je suis dans un taxi, derrière lui, j'ai dit au taximan, il faut couper devant lui. Il coupe, et puis moi, il descend. Je monte mon bac, je dis, monsieur, c'est l'ONG Saputigène. Descendez, vous allez prendre le sachet que vous venez de jeter, ça gêne. Il dit, vous me connaissez? Il dit, non, je ne vous connais pas.
Mais l'acte que vous venez de poser n'est pas bon. C'est pour ça que je vous interpelle, je n'ai pas besoin de vous connaître. Il fait sortir sa carte, il est commissaire. Et mais ça tombe bien. Un commissaire de surcroît, c'est vous qui avez le mandat même de mettre de l'ordre. Où tu as jeté là, est-ce que c'est d'une poubelle, monsieur? Ça, il ne m'a plus écouté, il a démarré. Oui, maintenant, d'accord. Mais moi-même, je suis allé prendre ce qu'il a jeté et j'ai mis Remettre dans en le coffre. poubelle. Et puis on a continué avec. C'est pour dire qu'il n'y a pas un niveau... Tout le monde est soumis, tout le monde doit. est dedans. Sauf nous qui avons pris notre temps et nous qui avons fait ça de notre vocation pour travailler dans les ordures tous les jours. C'est nous, quand on voit jeter, ça nous fait mal. Il y a d'autres, quand ils sont dans leur voiture, ils jettent, ça ne leur dit absolument rien. Ils ont fini de manger, ils jettent. Ils ont fini de cigarettes, même, ils fument et puis ils jettent. Ils ne savent pas, je me pose souvent la question. Il y a combien de véhicules qui passent sur la voie par jour? Et si chaque chauffeur de véhicule va jeter un mégot de cigarettes, jusqu'au soir, combien de mégots qui seront sur le goudron? Et est-ce que la vie serait propre? Et parfois, on dit qu'il y a des personnes pour s'en occuper. Voilà, c'est le langage. Mais le problème, comme on le dit, il y a des personnes pour s'en occuper. Mais c'est un phénomène très poussé. Vous savez, avec la crise, en Côte d'Ivoire, ici surtout, Abidjan est rempli de tout le monde. Les gens viennent de partout. Et quand vous voyez aujourd'hui, les différents quartiers d'Abidjan ont évolué. Et quand vous voyez entre Abidjan et Benjerville, il n'y a plus d'espace. À Bassam, il n'y a plus d'espace. En vers Sangon. Donc la population augmente. Mais ceux qui sont là pour gérer, est-ce qu'ils pourront maîtriser tout cela? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à chez vous, dans vos maisons, pour faire ce travail? Qui balaye chez toi à la maison? Mais quand tu finis, il y a quelque chose qui choque des fois. Nous, dans nos quartiers là-bas, il y a des gens, ils balayent chez eux, ils prennent des fois leur eau, qui est remplie peut-être du reste de la nourriture. Et on verse sur la route. On verse sur la route. Ils se disent que bon, la route là, ça c'est la route, ça c'est pour l'État, ça c'est pour l'État. Mais ce fait-là, toi-même tu empruntes la route. Et des fois, quand il pleut, il y a inondation. Et sur ces voies où il y a l'inondation, on met les ordures dedans. Mais quand même, on marche dedans. C'est un problème, c'est compliqué. D'accord. Revenons aux déchets ménagers. Nous sommes chez nous à la maison, dans les différents ménages. Il y a donc les détritus de tout ce qui est nourriture. Mais dans la poubelle, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la poubelle? Mon exemple est très simple. Chez moi à la maison, j'ai éduqué mes enfants. On a 3 sachets d'ordures à la maison qu'on doit collecter pour jeter chaque fois. Il y a un qui est destiné à tout ce qui est débris de nourriture qui est récent. Il y a l'autre qui est fait uniquement pour tout ce qui est sachet. Et il y a un qui est tout ce qui est morceaux de bois ou bien les bouteilles. Les bouteilles, tout ça on met à part. D'accord. Pourquoi cette distinction? Je fais déjà ce tri. Et je disais comme ça à mon épouse que le tri que j'ai fait pour les sachets, le tri que j'ai fait pour les bouteilles, tu verras que dans l'avenir, nous aurons un grand stock et ça va nous produire quelque chose. Mais je ne te dis pas d'abord les secrets. Elle a pour chaque fois la question, pourquoi tu nous fais garder les sachets là même? Alors que... Je sais où on va avec. D'accord, donc déjà un tri très sélectif au niveau de la maison pour ne pas mélanger, confondre. Ne pas mélanger les ordures. Tous les déchets. Mais pour revenir aussi à ce qu'il est en train de dire, il y a encore un autre effet qu'on veut éviter. Quand vous prenez par exemple la nourriture qui reste là, on a fini de manger ce soir, on a gardé la nourriture. Si ça fait 2 jours, ça va commencer à se décomposer. Ouais. Des odeurs montent, les moustiques viennent et ça va créer des maladies de la maison. Des mouches arrivent. Les mouches arrivent et ça crée d'autres phénomènes. Donc, quand on fait cette catégorisation, il y a des déchets on peut garder un peu longtemps, il y a d'autres qu'on doit jeter immédiatement. Ça, c'est vrai. D'accord. Nous sommes en train de parler de la gestion donc, des ordures ménagères en Afrique et nous sommes dans l'introduction, on pourra le dire ainsi. Parlons de la collecte ou même de la pré-collecte. Quelles sont les réalités? Comment cela doit se faire? Ok, merci. Je vais prendre un peu sur la Côte d'Ivoire, comme c'est là que nous travaillons mieux. D'accord, sans citer le nom de structure. Hein. Non, je ne cite pas. En Côte d'Ivoire, le phénomène était avant géré par certaines sociétés. Et avec le temps, ces sociétés sont tombées, comme on le dit, sont tombées en faillite et ont disparu plus ou moins. Et cela a donné raison, sinon cela a donné lieu à certaines personnes qui sont agrippées vers les quartiers précaires pour faire le ramassage des ordures. Et les gens ont compris que ça leur faisait de l'argent. Ouais, c'est un business qui... C'était un business. Et je sais, il y a un monsieur qui était à Yopougon, le quartier qu'on appelle Doucouré. Il a commencé par là. Et les gens ont vu que, en tout cas, d'un ou l'autre, il est parti à 2 ou 3, ça lui faisait de l'argent. Donc, premièrement, ils ont vu ça en business d'argent. Puis ils sont rentrés dedans. Et ça a commencé à prendre presque tous les quartiers. Aujourd'hui, à Pau-Boué Gonzague, où moi je suis, il y a des jeunes qui ont acheté des tricycles et qui font le ramassage. Il y a d'autres qui ont des voitures qui font le ramassage. Donc, on a d'abord le premier niveau, qui est la précollecte auprès des ménages.
où des individus organisés, soit individuellement ou bien collectivement Oui. vont auprès des ménages, moyennant une redevance pour ramasser ces ordures, les déposer dans un dépotoir annexe qui n'est pas officiel. Parce que c'est des fois dans le quartier du bon, on peut déposer ici, plus ou moins, on les dépose là. Et de là maintenant, il y a l'autorité officielle, avec les entreprises qui sont sur pied, qui viennent faire le ramassage pour les déposer maintenant à la décharge. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a 2 niveaux. On peut dire, il y a la précollecte, des précollecteurs auprès des ménages et l'autorité officielle qui fait le ramassage vers les dépotoirs. D'accord. On avait de grandes décharges, parfois à ciel ouvert, à l'intérieur des quartiers, qui causaient des problèmes de santé publique aux populations. En Côte d'Ivoire et certains pays de la sous-région, il y a ce qu'on appelle le centre d'enfouissement technique. Quelle en est l'importance, M. Gantor? Bon, l'important de ces centres d'enfouissement, c'est que ça évite beaucoup de maladies à la population. Les ordures seront bien entretenues et ça ne peut pas avoir un effet négatif sur la vie de la population. C'est ça qui nous réjouit. Si je prenais comme ça les ans à plan, chaque 3 mois ou 4 mois, nos parents d'Akwedo se révoltaient. Ils disent qu'ils sentent des odeurs, ils ne peuvent plus respirer dans leur village et ils faisaient barrage à des véhicules qui partaient déposer les ordures. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est une histoire qui est derrière nous. Avec la création de l'enfouissement de Océan, je pense que les choses vont de mieux en mieux. D'accord. La question des ordures, on en parlait, c'est un business. Mais au-delà de la collecte, de la pré-collecte, il y a d'autres possibilités pour que cela constitue une richesse. Justement. Parce que le taux est très élevé. Le nombre de tonnes que nous collectons chaque jour, bien on dira même chaque année, on peut en faire une affaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Merci. Je pense que c'est en cela que la question que vous avez posée tout à l'heure, elle est à 2 niveaux à mon sens. C'est cela. Le premier niveau, c'est que les centres d'enfouissement ont leur rôle. Parce que si on veut comparer aux décharges, je peux dire habituelles, il y a un avantage. Mais ce qui crée encore un autre problème, c'est que le fait de mettre ça en enfouissement, ça crée un problème d'emploi, comme vous venez de le dire. Parce que ces déchets ne sont plus utilisables. Ces déchets sont stockés quelque part où ils ne sont plus utilisables. Or, ces déchets, on peut en faire un business en faisant ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire qu'il faut passer de l'état déchet à un état de produit. Et quand on veut aller dans ce sens, vous allez voir que même les populations elles-mêmes seront contentes d'avoir des déchets qu'elles vont elles-mêmes vendre. Il y a des entreprises qui achètent les déchets plastiques, qui en transforment. Mais si cela a été valorisé, vous allez voir que les gens eux-mêmes ne seront pas contents qu'il y ait des sachets dans la rue. Donc c'est un business qui est porteur, c'est un business qui peut réduire même le chômage en Côte d'Ivoire. Si on disait à chaque... je l'ai dit tout à l'heure pour le Ghana, là-bas il y a des entités, les précollecteurs sont pris en condition organisée. Et l'AMA, qui était une structure de là-bas, travaille avec des PME qui sont en contact avec ces structures précollecteurs-là. Et c'est bien organisé, c'est un bon circuit où chacun arrive à avoir son gagne-pain. En Côte d'Ivoire, ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont des précollecteurs informels, si on essaie de les formaliser, qu'on leur donne une formation, qu'on leur donne les équipements qu'il faut, qu'ils se considèrent en bonne entreprise, vous allez voir qu'il y aura de la richesse en Côte d'Ivoire. Seulement que c'est un peu coûteux, parce que la transformation n'est pas facile. Oui, il faut donc du matériel, il faut de la formation. Il faut de la technique. Il y avait une entreprise en Côte d'Ivoire qui était venue dans les années 2000, dans la crise là, Éoulé. Je ne sais pas si ça gêne, on appelait ça Éoulé. C'était venu pour faire la transformation, faire le gaz à travers les ordures. Bon, ils ont fait la formation des étudiants. En ce moment, nous, on était étudiants. Il y a nos amis qui ont été formés. Bon, malheureusement, le projet n'a pas vu le jour. Sinon, vraiment, si le projet avait été mis au grand jour, ça allait créer de l'emploi. D'accord, très bien. Parlons des défis environnementaux, puisque nous parlons de la gestion des ordures ménagères, des déchets ménagers en Afrique. Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme répercussion sur l'environnement? D'une part, si ce n'est pas bien géré, et d'autre part, quand on a bien géré ces déchets ménagers. Monsieur Gantor. Bon, merci. Si les déchets ménagers sont bien traités, si la suivi est faite, j'ai dit tout à l'heure que ça va nous éviter beaucoup de maladies. Ça, c'est le côté positif de la chose. Et encore, si c'est aussi bien traité dans les normes, ça va aussi créer la richesse, comme dit Nisson, ça va créer de l'emploi. Et j'ai rebondi pour dire que le centre de Océan ne jette pas seulement que les ordures, ça a leur mécanique pour transformer les ordures.
ça retire, quand vous jetez, ça fait la clarification des déchets qu'ils recherchent. Que ce soit du côté du plastique, du côté des cartons, du côté du fer ou bien quoi, tout ça là. Ça fait un tri. Ça fait un tri. Donc il y a un volet transformation et revalorisation là-bas. Ça, il faut que par la grâce de Dieu, des choses vont avancer. Et ça crée aussi de l'emploi. D'accord, c'est bien de le signifier. Est-ce que l'Africain ou les Africains ont souvent conscience que les ordures, une mauvaise gestion entraîne des problèmes de santé? Par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, selon des analyses ou des résultats qui ont été publiés, montre qu'il y a 12,6 millions de décès par an en raison donc de l'insalubrité. Oui, je pense qu'ils sont conscients, mais des fois c'est la négligence. Tout à l'heure, le pasteur venait de parler d'un commissaire, un intellectuel de haut niveau. On ne peut pas dire que ce commissaire n'est pas quand même conscient du fait que les ordures peuvent créer des problèmes. Même si ce n'est pas lui, mais quand il a jeté, ceux qui sont là, qu'est-ce que ça fait sur eux? Mais il y a une négligence. Il y a une affaire de, bon, si ce n'est pas moi, ça peut faire autre chose. Ou bien, des fois même, l'Ivoirien peut voir quelqu'un qui peut le tuer, et puis bon, il dit, bon ça c'est quoi? Donc on le sait, mais il faut une stratégie. Parce que pour moi, ils le disent que l'Africain aime la pression. Même pour son bien-être, il faut lui mettre la pression. Donc à mon niveau, c'est vrai que les gens ils sont conscients, mais il faut réglementer cela. D'accord, nous sommes donc dans la réglementation. Vous, en tant qu'ONG qui menez des activités sur le terrain, quelles sont les propositions que vous faites pour que la réglementation soit bonne? Merci. Au niveau d'abord de notre ONG, moi je propose d'abord au gouvernement que le ramassage des ordures soit organisé en une seule filière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un responsable, une structure responsable à qui on peut demander des comptes s'il y a défaillance. Parce que quand il y a plusieurs acteurs, on ne sait pas à qui on peut s'adresser. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une commune, on ne sait pas si c'est la commune qui doit gérer les ordures, si c'est le district ou bien si c'est telle chose. Parce que quand j'ai fait un peu mes recherches, il y a le district qui est dedans, il y a la commune qui est dedans un peu, il y a le ministère qui est dedans. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas. En principe, toutes ces forces réunies, ça devait marcher. Ça devait marcher. Mais souvent, on ne sait pas quand il y a trop d'ingrédients dans la sauce, on ne sait pas qu'est-ce qui a rendu la sauce douce. Voilà, donc c'est un peu le problème. Donc il faut qu'il y ait une structure bien organisée, bien suivie, qui puisse piloter ça. Et voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai été vraiment content de l'exemple qu'il y a pris sur le Ghana, avec la marque qui pilotait un peu les choses. Donc nous proposons d'abord ça, et nous proposons que au niveau même des ONG, parce que nous avons constitué les ONG, nous avons aussi besoin d'un encadrement au niveau des communautés même. Pour que ce soit beaucoup plus fort et de l'impact. Aujourd'hui, on voit les ONG comme des structures, ils n'ont rien à faire, ils vont faire quoi? Mais si par exemple, la mairie prend les ONG au sérieux, il y a un truc pour ça, il y a une structure qui est chargée des ONG associations, mais qui ne fonctionne pas en tant que telle. Parce qu'il y a des ONG, on ne s'occupe pas, peut-être que ce n'est pas affinité, mais si les ONG sont vraiment renforcées en matériel, en formation, on va faire beaucoup. D'accord, très bien. Monsieur Gontor, vos propositions? Les propositions sont les suivantes. Pour une meilleure gestion des déchets en Afrique. Les propositions sont les suivantes. À César, ce qui est à César. Vous voyez souvent, dans cette affaire de gestion des ordures, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Et qui fait souvent que nos autorités même sont noyées dedans. Ils ont de très bonnes initiatives. Mais allez au sein d'un ministère, vous allez voir des démembrements pour la même chose là. Plusieurs sous-directeurs, directeurs, chefs de service qui arrivent là. Et la communication entre eux et ceux qui sont les acteurs sur le terrain crée problème. Et l'ordre protocolaire dans l'administration, ça crée problème. Vous vous rendez compte que il y a des ordures quelque part sur la route. On veut enlever. Et puis quelqu'un quitte là pour venir dire qui vous a donné le mandat d'arriver. On a vu des choses comme ça. Il faut aller chercher ton mandat. Si tu es inscrit au ministère, si le ministère tu as un numéro du ministère pour que tu puisses exercer. Mais tout ça, comme disait Nisson, il faudrait qu'on clarifie les choses. Les communes, tel maire, tu es responsable des ordures de ta commune. Tel chef de village, tu es responsable des ordures de ton village. Si nous venons dans ton village et que nous découvrons des déchets, des dépôts sauvages quelque part, c'est à toi qui vas rendre compte à l'État. Mais si on arrive au village, que le chef de village ne sait pas où on jette les ordures, qui va ramasser, qui va envoyer? On lui demande, non, c'est le secrétaire qui est là-bas, c'est le président qui est là-bas, de personne en personne, et puis on ne fait tout le problème. Donc,
Bien que nous sommes de la société, nous sommes les organisations non gouvernementales, nous ne leur demandons pas de venir nous donner de l'argent pour faire notre exercice. Mais vous savez aussi que d'autre part, dans nos conventions, nous avons besoin des dons. Souvent, quand je suis là pour les sports qui passent, et puis on dit que ça coûte 3 millions pour 10 semaines pour pas pisser là, puis ça passe en bande là, combien d'Ivoiriens qui riaient la télévision pour voir qu'on dit pour pas pisser là, sur une bande, et qui va coûter 2 millions, 3 millions. Alors que ça là, on fait des dons de 2 millions à une ONG qui est dans la cité. On dit, bon, ONG Salubrité Jeune, vous êtes à Port-Boué, on vous fait un don de 2 millions, mais on dit, on ne veut plus venir à Port-Boué pour voir telle chose. C'est l'ONG Salubrité Jeune qui est la première ONG à Côte d'Ivoire à créer une brigade de salubrité en 2013. D'accord, très bien. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes M. Raphaël Gantor, vous êtes le président fondateur de l'ONG Salubrité Hygiène. Merci pour votre contribution et toutes ces propositions. Merci beaucoup. Avec vous, M. Nixon Adjé Dago, il est le président fondateur de l'ONG Terre Promise. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout pour ces propositions, pour votre contribution. Merci. Avec vous, messieurs, nous avons parlé de la gestion des déchets ménagers en Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.